France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Disparue il y a 100 ans, Sarah Bernhardt fut sans doute la plus grande idole du théâtre au monde, bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Elle a joué Jeanne d'Arc, s'est métamorphosée en Salomé d'Oscar Wilde ou en jeune homme de 20 ans dans L'Aiglon de Rostand. Après Jean Harlow, premier sex symbole du cinéma, inspiratrice de Marilyn Monroe, racontée dans Platine en 2018, l'écrivaine Régine de Tambel a choisi de consacrer un livre, un roman à Sarah Bernhardt, première grande star, influenceuse avant l'heure, qui a utilisé son image pour promouvoir ses spectacles, comme nous le rappelle l'exposition pensée par notre deuxième invitée, la directrice du Petit Palais, commissaire d'exposition Annick Lemoine. Et La femme créa la star est à voir jusqu'au 25 août à Paris. Sarah quand même vient de sortir chez Actes Sud. Une émission programmée par Laura Dutèche-Pérez avec Corinne Amar, Anouk Delfino et Sacha Mattei, préparée par Didier Pinault, réalisée par Félicie Faugère avec Grégory Wallon à la technique. Régine de Tambel est écrivaine. Elle est l'autrice de Sarah quand même. Bonjour à vous. Bonjour, vous êtes en duplex avec nous et merci beaucoup à nos camarades de France Bleu Héros, à la fois pour leur accueil, mais aussi pour permettre cette discussion, cette conversation avec notre deuxième invitée, Annick Lemoine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Petit Palais et commissaire de l'exposition Et la femme créa la star. C'est pas Dieu, cette fois, elle s'est créée elle-même et on va en reparler. Cette exposition qui ouvrira ses portes après-demain à Paris, au Petit Palais. Merci d'avoir accepté de nous en parler un peu avant l'heure et on a hâte de la découvrir. Et maintenant, une minute extraordinaire qui se prépare. Mademoiselle Jeanne de Ries prend avec des précautions infinies un vieux cylindre de phonographe. L'un des premiers qui existèrent jamais et qui semble prêt à s'effriter en poussière. Et c'est la voix de Sarah Bernhardt qui surgit, immatérielle et pourtant reconnaissable par l'intonation. Bouleversés, les assistants écoutent, comme nous, cette résurrection d'un fantôme, cette résurrection de la voix chère qui s'était tue. Sarah Bernhardt, Sarah Bernhardt. Si tu veux, faisons un rêve, montant sur deux par trois, tu m'emmènes, je t'enlève. L'oiseau chante dans les bois, je suis ton maître et ta foi. Partons, c'est la fin du jour. Mon cheval sera la joie, ton cheval sera l'amour. Nous ferons toucher l'orteil, que les voyages au sens aisé. Nous donnerons à ces bêtes une avoine, le baiser. Viens, le doux faux mensonge, frappe du pied tous les deux. Le mien au fond de mes songes et le tien au fond des cieux. Un bagage est nécessaire, nous emporterons nos vœux, nos bonheurs, notre misère et la fleur de tes cheveux. Viens le soir, brunit les chênes, le moineau rit, ce moqueur entend le doux bruit des chaînes que tu m'as mises au cœur. Ce ne sera point ma faute si les forêts et les monts, en nous voyant côte à côte, ne murmurent pas un mot. Sarah Bernhardt, lisant le poème, vous l'avez reconnu, Régine de Tambel, de Victor Hugo, un peu de musique. Restez avec nous, on va ouvrir tous les micros. C'était en 1903. Elle est décédée à 79 ans, Sarah Bernhardt, en 1923, donc 20 ans après avoir récité ce poème. C'est une icône en son temps. Mais que reste-t-il de Sarah Bernhardt 100 ans après, Annick Lemoine ? Il reste énormément de choses. Nous avons pu réunir pour l'exposition plus de 400 œuvres, objets, à la fois des costumes de scène extraordinaires. Vous avez ces mules conservées précieusement par un collectionneur privé. Il reste des photographies fabuleuses de Nadar, des tableaux extraordinaires qu'il a portraiture en star de ses amis proches et artistes, Georges Clérin, Louise Abéma, il y a Mucha et ses affiches. Il y a le cinéma. Il y a sa voix d'or que vous avez fait écouter et que vous pourrez retrouver aussi au Petit Palais. Oui, mais alors ça, c'est toutes les traces qui restent d'elle, les traces de l'époque, mais au-delà. Il reste aussi beaucoup d'a priori, de préjugés sur elle, cette aura un peu sulfureuse qu'elle avait, et elle n'y était pas pour rien, et elle n'était probablement pas fausse non plus, cette aura-là. Mais vous, en montant cette exposition, qu'est-ce que vous avez redécouvert d'elle ? On a découvert énormément de choses. Sarah Bernhardt, c'est un océan, c'est un puits sans fin. C'est vertigineux, c'est passionnant, c'est extraordinaire. Passionnant, mais c'est passionnant. Des choses qui contredisent ce que vous imaginiez d'elle
avant de monter cette expo? Alors déjà, c'est l'artiste aussi. C'est ce qu'on souhaitait mettre en valeur. Et j'ai découvert une artiste plus intéressante, avec à la fois une activité plus académique. Et elle sculpte des portraits de ses amis proches, et notamment ce portrait funéraire extraordinaire d'émotion qui est celui de son seul mari, le très beau grec Damala. Et puis ces algues qui inspirent la fin de sa vie lorsqu'elle est à Belle-Île, et elle ramasse sur les rivages des algues pour ensuite les mouler en plâtre et les fondre en bronze en travaillant la patine. Et j'étais extrêmement surprise de la modernité, de l'aspect extrêmement contemporain de ses inventions à la toute fin de sa vie. On a aussi voulu montrer dans l'exposition effectivement tous ces visages, toutes ces activités, et on commence avec l'évocation de ces activités parallèlement à celles d'actrices de demi-mondaine, et vous pourrez voir ce grand registre de la préfecture de police qui enregistre toutes les courtisanes de la fin du 19e siècle, et nous avons ouvert le registre à la page Sarah Bernard. Courtisane, elle était. Elle était aussi, elle a dû... Dans le regard de la police, en tout cas. Exactement. Notamment. Sarah Bernard, c'est d'abord, Régine de Tombelle, un tempérament, une volonté de faire, tout entier contenu dans sa devise, écrite sur son coupe-papier, quand même, d'où ce titre, Sarah quand même, que vous donnez à votre roman. Mais quand même quoi, Régine de Tombelle ? Quand même, je réussirai quand même, j'irai quand même, je surmonterai tout quand même. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée dans ce personnage, pour moi assez extraordinaire à cause de son énergie. C'est quelqu'un quand même qui crache le feu en permanence. Et ce qui m'a intéressée, c'est particulièrement les 20 dernières années de la vie de Sarah, quand la maladie, quand le vieillissement, et puis à la toute fin, quand l'amputation s'installe dans cette carrière-là. Mais je voudrais dire, là, donc tout à l'heure, quand même revenir sur ce document d'archives que vous nous avez fait entendre, et qui est une splendeur que je ne connaissais pas, parce que j'ai quand même écouté beaucoup de choses de Sarah, pour travailler notamment sur le peu qui nous reste, sur ce qu'elle-même appelait l'os de sa voix. On n'a plus la chair de la voix, on n'a pas le grain de la voix. Et il y a des gens qui s'étonnent et qui se disent « Ah, mais c'est ça, Sarah Bernard !» Voilà. Donc, je voudrais quand même qu'on remette de la chair autour de l'arête de cette voix, pour parler de son souffle, et puis surtout, moi, ce qui m'a intéressé, son énergie. Oui, son énergie qui tenait justement aussi à ce tempérament. Ce que vous montrez bien aussi dans l'exposition Annick Lemoine. Et la femme créa la star. Tout est dans ce titre. Avec sa personnalité, elle a réellement forgé elle-même, consciemment, volontairement, son statut d'icône. Elle l'a voulu et elle l'a eu. Et tout tient aussi dans ces mots, peut-être d'Edmond Rostand. Quelle façon elle a d'être légendaire et moderne. Quelle était sa façon à elle, sa façon de faire, Annick Lemoine ? Il y avait mille et une façons. D'abord, c'est une personnalité, comme on l'a dit, pleine d'énergie, exubérante, extravagante, et elle aime le scandale. Elle en joue, elle l'alimente, elle va arriver avec des parures extraordinaires, elle attache une attention folle à ses costumes de scène comme de ville, et elle aime choquer, surprendre. Elle va arborer des chapeaux en forme de chauve-souris, elle va laisser courir la rumeur qu'elle apprend ses rôles dans son cercueil, et pour aller plus loin, elle va inviter le photographe Léandri à la photographier en jouant une mise en scène mortuaire dans ce cercueil capitonné de satin blanc, en tenue blanche, les mains croisées sur la poitrine et entourées de fleurs. Et puis Sarah Bernard, rien ne l'arrête, comme on l'a dit. La star, c'est aussi l'actrice qui part en tournée dans les 5 continents avec ses sans chaussures, ses malles dont on fait l'inventaire pendant 3 jours quand elle arrive à New York. C'est aussi l'extravagante qui aime les animaux féroces. Elle a un alligator, un lionceau. Vous pourrez découvrir au Petit Palais l'intimité de Sarah Bernard, notamment les coupes de champagne dans lesquelles Sarah Bernard a trempé ses lèvres, mais peut-être aussi Ali Gaga, son alligator. Ah, empaillé.
Il est là ? L'alligator, non. Les coupes de champagne, oui. Oui, d'accord. On va écouter ce que nous en dit aussi Pauline Benda, dite Madame Simone, qui était comédienne et femme de lettres. On l'écoute parlant de Sarah Bernhardt et de sa beauté si particulière. Elle n'était pas du tout une beauté. Vous avez dû voir peut-être des portraits d'elle, mais elle était un être d'une singularité exceptionnelle. Elle avait un visage qui était un visage assez oriental, des yeux obliques, non pas du tout comme on peut l'imaginer quand on dit des yeux magnifiques, de grands yeux bordés de cils de star. Au contraire, un œil assez peu fendu, un œil bleu tacheté d'or qui rappelait l'éclat de certaines profondes pierres précieuses. Elle avait le nez fort, une grande bouche, de magnifiques dents, une toison, non pas des cheveux, mais une toison bouclée, absolument magnifique, qu'elle avait fait couper d'ailleurs pour l'Aiglon. Je crois qu'elle est bien la première femme qui a coupé ses cheveux. Elle avait un comportement d'une grâce et d'une affabilité qu'explique seule une indifférence quasi monstrueuse et l'envie de séduire. En effet, elle était possédée de l'un et l'autre besoin. Une indifférence quasi monstrueuse, nous dit Madame Simone. Un monstre sacré, disait d'elle Cocteau. Régine de Tombelle, d'où vient cette référence au monstre ? C'est cet appétit de reconnaissance qu'elle avait, insatiable. Alors effectivement, elle était quand même perçue comme ce fameux monstre sacré. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée, puisque je voulais écrire sur elle absolument. Parce que moi, je l'avais déjà rencontrée en travaillant sur Colette il y a une trentaine d'années. Et puis, je voulais absolument écrire sur Sarah Bernhardt, mais je me disais, mais comment faire pour ne pas écrire une énième hagiographie admirative de Sarah, etc. Et c'est là que j'ai pensé à faire parler une de ses ex, dont j'avais vu quelques lignes sur une certaine Suzanne. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est une manière de faire l'effraction de la contradiction, l'arrivée de la partialité absolue dans ce récit, puisque c'est l'ex, c'est Suzanne qui va raconter ce qu'elle a vécu auprès de Sarah Bernhardt. Suzanne qui l'a fidèlement suivie, dites-vous, d'un masochisme exemplaire, tel que vous la présentez, cette voilà. Suzanne, votre narratrice. Et ça nous représente bien les relations d'emprise que pouvaient exercer ces premières stars, ces premiers monstres sacrés. Donc, si je puis ajouter encore juste une chose, c'est à cette époque-là que les fans commencent à arriver. Et Sarah Bernhardt raconte dans ses mémoires qu'on essaie de lui couper une mèche de cheveux, qu'on lui arrache des parties de ses vêtements, etc. Et c'est quand même le début de ce comportement du public qui, lui aussi, est un monstre sacré. On n'est pas monstre tout seul. On est monstre dans un couple polaire, comme ça, polarisé. Donc, le public est monstrueux, la star est monstrueuse. On va revenir sur les critiques ou les rivalités, mais on peut aussi évoquer, comme vous, dans votre roman, Régine de Tombelle, les haines qu'elle a dû subir aussi, propres à l'époque. Elle était réellement la cible, racontez-vous, des anti-Dreyfusards. Voilà. Alors, c'est quand même la France antisémite, la France de la fin du 19e siècle. Et effectivement, on trouve des archives atroces, des caricatures effroyables, dont bien sûr j'ai parlé, mais il y a aussi contre elle des pamphlets assez terribles, notamment écrits par une certaine Marie Colombier, qui a été une comédienne avec laquelle elle avait travaillé dans ses jeunes années, et qui a aussi dispensé toutes les injures les plus effroyables et fait courir les rumeurs les plus affreuses. Donc, parler de Sarah Bernhardt, c'est pas facile, parce qu'on n'a pas vraiment de... Je ne sais pas ce qu'en pense Annick Lemoine, en historienne, mais le sol est assez fragile, le terreau. Et effectivement, je voudrais justement préciser qu'au Petit Palais, dans l'exposition Sarah Bernhardt et la femme créa la star, vous pourrez voir notamment l'ouvrage de Marie Colombier et toute une riche sélection de caricatures sur Sarah Bernhardt, parce qu'effectivement, Monstre sacré amène aussi critique
ou rigolote, ironique, ou voire extrêmement cruelle. On critique et on se joue à la face à silhouette gracile, et vous pourrez découvrir une assiette qui se moque de Sarah Bernard et la représente tel un salsifis, mais on a aussi effectivement l'ouvrage de Marie Colombier. Et alors, aborder Sarah Bernard, que ce soit dans un ouvrage ou une exposition, effectivement, c'est un défi. On a tenté de la dompter pour faire cette exposition, et quand même, et le foisonnement que propose l'exposition est à l'image de les 1001 visages de Sarah Bernard, de toutes ces activités dont on a voulu rendre compte. Et on évoque aussi cette citoyenne engagée qui prend la défense de Dreyfus auprès de Zola, qui est aussi va avec une jambe en moins et sur une chaise porteuse, et des photographies le montrent dans l'exposition, remonter le moral des troupes pendant la guerre de 14-18. Elle va jouer au théâtre aux armées pour les poilus. Elle avait aussi 70 ans. Elle avait aussi ses admirateurs, elle avait aussi ses idoles, elle avait ses amants qui parlaient peut-être d'elle autrement. Et puis elle avait toutes ces représentations d'elle qui la montraient divine, incroyable, presque inhumaine, avec sa chevelure de torche et de feu d'artifice, comme vous le racontez bien, Régine de Tambelle. Elle était présentée sous toutes ses facettes, là encore. Il reste quand même des artistes qu'il faut nommer, qui ont contribué à créer le mythe avec elle, de Nadar à Musha. Mais vous montrez aussi bien dans votre roman que jamais elle n'a été leur chose. Et peut-être on peut en revenir aux mots de son grand admirateur, Reynaldo Hahn, qui a écrit dans son journal, qui vient d'être publié chez Gallimard, que chez Nadar, elle était dans son studio, elle était insupportable. Qu'elle ne démordait pas d'une pose qu'elle aimait, qu'elle voulait. Elle était vraiment décidée. Et c'est elle qui choisissait quelle était la photo qui allait suivre. Et si ça ne lui plaisait pas, elle faisait détruire immédiatement les clichés qu'elle arborait. Un jour, elle aurait même dit à Nadar: « Pourquoi me faites-vous toujours laide et noire? J'ai l'air de Tessandier. » Régine de Tambelle. Oui, alors elle grattait les plaques photographiques, elle les brisait. Il y a tout un... on peut lire des choses incroyables sur la manière de se comporter. Et moi, je me suis intéressée justement à cette violence constante. Violence sur son image, vie de violence finalement sur elle-même, parce que une star, c'est d'abord une sportive de haut niveau, faut pas oublier. Une comédienne de cette dimension-là, c'est un entraînement constant, alors dont on ne parlait pas à l'époque. On ne parle pas du corps, du corps à l'entraînement, du corps sportif. Mais c'est quand même quelqu'un qui se jette à genoux pour jouer Jeanne d'Arc, et qui se jette à genoux je ne sais combien de fois par Tosca, par scène, Tosca. Voilà. Et alors Tosca, c'est pire, oui, parce que on dit que parfois les machinistes oublient de mettre le matelas, et donc elle se jette du haut du château Saint-Ange et elle se fracasse à chaque fois. Donc voilà, exactement. Et du coup, le point de nuit de Sarah Bernard, ça va venir du genou. Alors, on saura après que c'est une tuberculose osseuse, mais alors, pardon de parler de ce moment, de cette amputation. Oui, de cette amputation. Mais c'est, pour moi, c'est l'essentiel. Et les caricatures de la femme amputée, les moqueries sur la femme amputée. Vous avez parlé tout à l'heure, Olivia Gesbert, de sa chaise à porteur. Non, pardon, c'est Annick Lemoine. Vous avez parlé de la chaise à porteur. On l'appelle quand même la mère Lachaise. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'après avoir tant joué et bénéficié de son image, on se serait toutes carapatées pour moins que ça. Ce qui est fou dans cette amputation qui arrive au retour, en tout cas le genou qui gonfle au retour d'un voyage aux États-Unis en 1911. Je crois qu'elle sera amputée 4 ans plus tard, en 1915. En 1915, ouais. Le 22 février 1915. Quand ça intervient, elle se bat et elle l'assume et elle en fait quelque chose. Et elle va continuer, rien ne l'arrête quand même. Elle va jouer au cinéma debout en se tenant à une table. Rien ne va l'arrêter. Elle ne cessera d'être active, d'être sur scène, d'être une star, même avec effectivement une jambe en moins, un poumon en moins, un rein en moins. Quand même, rien ne... Suzanne, il n'y a aucune frontière est interdite pour Sarah Bernard. Sans frontières, une femme sans frontières avant l'heure. Suzanne, votre narratrice Régine de Tambelle, dit que le succès de Sarah
doit être dans l'impossible fixation de son image, malgré les photographies et les enregistrements, et les images sur la pellicule, dit-elle, ce qui la rend folle. Mais c'est vrai qu'il nous reste peu d'enregistrements. Il nous reste des tableaux, des publicités, des photos, dont celle de Nadar qu'on évoquait, le film aussi de Sacha Guitry, dont vous parlez, Régine de Tombelle, qu'il a fait d'elle quand elle était à Belle-Île-en-Mer, dans sa maison fétiche, dont elle s'est d'ailleurs un jour débarrassée comme d'une vieille guimbarde, écrivez-vous. Son image, ce qui était particulier, c'est qu'elle la monnayait pour des biscuits, du champagne et même un fer à friser, ce que l'exposition raconte bien aussi. Cette marchandisation, avant l'heure de son image, lui a été reprochée par des critiques, mais surtout elle faisait des envieux, Régine de Tombelle, et des jalouses. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Alors effectivement, cette marchandisation de l'image, mais comme l'a dit Annick Lemoine tout à l'heure, Sarah Bernhardt est la première star internationale, une des premières stars internationales, c'est le début, puisque maintenant on peut aller d'un continent à l'autre, les paquebots sont rapides, et donc ça va de pair avec le désir de laisser des petits morceaux de soi. C'est d'ailleurs ce que le public a décidé lui-même. En découpant, je vous ai dit, il cherchait les mèches de cheveux, il cherchait à déchirer la robe de Sarah Bernhardt, mais il suffit de lui donner ces petits morceaux que sont les cartes postales, que sont les boutons dorés à l'effigie de l'aiglon, etc. C'est exactement dépecer la star. Et ce sont ces petits morceaux-là qui m'intéressent, moi, puisque ça fait partie aussi de la vie violente, presque guerrière de Sarah Bernhardt. D'ailleurs, je voudrais préciser que cette amputation en 1915, pour Sarah Bernhardt, c'est extrêmement important. C'est une manière de blessure de guerre parce qu'elle sait très bien que sur le front, des gosses sont amputés quasi à vif, à l'arrière, enfin même à peine, non, sur le front, même pas à l'arrière. Et moi, j'aimerais, je ne sais pas si ça va être dans l'expo, mais j'aimerais attirer l'attention du public sur la correspondance de Sarah Bernhardt et tout particulièrement sur la lettre que moi je reproduis, enfin en la retouchant à peine, que je reproduis dans mon roman, la lettre qu'elle va écrire à un de ses amants, Samuel Pozzi, en 1914, quelque chose comme ça, où elle lui dit « Samuel, j'ai trop mal au genou, débarrasse-moi de cette jambe, il faut que tu m'amputes, il faut que tu me débarrasses de ça, je peux plus jouer, j'ai mal, débarrasse-moi de ce truc. » Et elle le dit avec ce qu'elle est. Moi, ce qui me plaît, si vous voulez, chez Sarah Bernhardt, c'est peut-être moins ce qu'elle est sur scène que ce qu'elle est dans sa vie, parce qu'elle est aussi Sarah Bernhardt dans sa vie. Et cette exigence d'être amputée pour pouvoir enfin rejouer en étant débarrassée de la douleur, je voudrais qu'on insiste là-dessus. Comment elle passe de la toute-puissance, avec tout le public à ses pieds, à la vulnérabilité la plus absolue que nous donne la douleur physique, la maladie, etc. Comment elle passe vers ça avec agilité, avec créativité, presque avec poésie. Bon, alors c'est ça, moi, qui me plaît, en fait. Alors on va écouter à ce sujet un certain Sacha Guitry. Vous savez, n'est-ce pas, que Madame Sarah Bernhardt avait dû subir à 75 ans l'amputation d'une jambe. La question s'est posée tout de suite de savoir si jamais il pourrait reparaître sur un théâtre. Or, 1 an plus tard, on apprit qu'elle allait faire sa rentrée. Portera-t-elle une jambe articulée? Aura-t-elle cette jambe de bois qu'on appelle un pilon? Devra-t-on la porter sur scène? Jouera-t-elle assise? Toute question très émouvante en vérité. Le soir de la Générale arriva. La salle était bondée. Alors on entendit ce que nous appelons au théâtre les avertissements qui précèdent les 3 coups. Puis, ce furent les 3 coups. Or, au second coup, Ernest La Jeunesse dit simplement « la voilà ». Elle était debout près du piano, sa jambe manquante étant du côté du piano. Elle se cramponnait de sa main au piano. Elle tenait donc sur un pied et sur une main. Et de l'autre main, elle tenait son texte et elle faisait des gestes. Et c'est dans cette tenue, essayez, vous allez voir si c'est facile, c'est dans cette attitude qu'elle disait le premier poème et que, naturellement, elle emballait toute la salle. Elle n'a jamais joué avec une jambe de bois. Elle n'en a eu que plus de mérite et je suis heureuse de lui avoir rendu encore une fois cet hommage. Nous ne pouvons plus savoir quel était son talent, mais nous pouvons encore savoir quel était son courage.
Béatrix Dussane, après Sacha Guitry dans cette archive, Annick Lemoine, sur le courage, une fois encore réitéré, mais sur ce qu'elle a fait de cette amputation, cette métamorphose de son propre corps. Oui, et vous pourrez la voir, effectivement. On a voulu pour l'exposition la rendre vivante, raconter toutes les Sarah jusqu'à cette fin et aussi ses difficultés et cette volonté féroce dont nous avons parlé. Et nous proposons une salle de cinéma où vous verrez Sarah se tenir comme se cramponner à la table pour pouvoir jouer avec une jambe en moins. C'est extrêmement émouvant et également vous pourrez découvrir Sacha Guitry qui parle de Sarah Bernhardt avec cette voix, la sienne également, fabuleuse. Et bien justement, à propos de voix, on va écouter Sur la voix de Sarah Bernhardt. On est à la radio, une voix si singulière ne pouvait pas nous échapper. Le comédien et metteur en scène Pierre Bertin évoque la voix de Sarah Bernhardt. Je me rappelle très bien de la voix de Sarah quand j'avais 7 ou 8 ans, la première fois que je l'ai vue, et je vais l'imiter légèrement, si vous le permettez. Même elle avait encore cet éclat emprunté. N'est-ce pas? Elle parlait comme ça, en chantant légèrement. Pour réparer des gens, l'irréparable outrage. Et alors, elle avait remis à la mode cette façon de dire les vers de la tragédie qui avait été un peu oubliée. Il y avait Adrienne Lecouvreur qui l'avait encore au XVIIIe siècle. Mais au XIXe siècle, on avait perdu sous l'influence de l'école réaliste. N'est-ce pas? On cherchait autre chose. Mais Sarah, pas du tout. Elle a remis le vers à l'honneur. Elle a remis le chant du vers. Les vers doivent être chantés, comme disait Ronsard. Dans Opéra sérieux, l'un de vos précédents livres, paru en 2010, Régine de Tambel, vous écriviez qu'il n'est de voix divine que de femmes. En tout cas, c'est ce que disait votre narratrice. Lente, articulée, Sarah Bernhardt avait-elle une voix divine pour vous ? Alors, la voix, c'est le corps. La voix, c'est nous, tout entière, tout entier. Divine, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui pour moi. En revanche, pour Sarah Bernhardt, ça en avait. Vous savez que, enfin, elle le dit en tout cas dans ses mémoires, elle dit que lorsqu'elle était enfant, elle aurait voulu être religieuse. Elle était, vous avez compris que c'était une ardente de toute façon, une passionnée, et même au-delà. Et elle brûlait de foi, en fait, lorsqu'elle était... donc, une voix divine, rien ne m'étonne de sa part et dans ce qu'on a pu dire sur elle. Ce qui est difficile pour moi, c'est donc, en imaginant cette voix de Sarah, c'est de me dire, mais comment elle se présentait face à ce qui se faisait à l'époque avec Réjeanne, avec la Douze, Eleonora Douze, avec les autres comédiennes. C'est-à-dire, pourquoi elle a inventé cette manière à elle, cette manière excentrique, cette manière divine peut-être d'être, alors que justement à cette époque-là, souvenez-vous, c'était plutôt quelque chose de naturaliste qu'on demandait. On voulait plus des hauteurs et de l'arrière-monde. On voulait, comme disaient les Goncourt, une femme qui sente le haricot et qui sente le lit quand elle se lève. Voilà, peut-être Sarah parce Bernhardt, que... fallait qu'elle soit Cléopâtre. Parce que c'était une grande tragédienne. L'exposition la raconte intimement, mais aussi comme la star qu'elle était. Et La femme créée à la star est à voir au Petit Palais jusqu'au 25 août à Paris. Merci à vous, Annick Lemoine. Sarah, quand même, votre livre, votre roman Régine de Tambel vient de paraître chez Actes Sud. Très belle journée.